Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième webinaire crypto en partenariat avec Occur. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus en détail de la finance décentralisée, les risques et opportunités selon les différents produits que vous pouvez trouver sur le marché. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y jetterai un coup d'œil de temps en temps pour pouvoir y répondre. Et puis voilà, on va essayer de faire ça en une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, tout simplement, tout d'abord, pour pouvoir parler de tous ces sujets, on va simplement faire un bref rappel. La différence entre la finance centralisée et décentralisée, un petit peu les tenants, les aboutissants. Et puis, on va revoir en partie le fonctionnement des smart contracts qui permettent du coup le fonctionnement de toute la finance décentralisée avec le fonctionnement des prêts collatéralisés, les protocoles de proof of stake, qui sont, on peut les apparenter à ce genre de produits, les pools de liquidité, et ensuite une petite différence, bref rappel entre les APY et APR pour le calcul de vos rentabilités sur vos portefeuilles. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'abord de parler rapidement des plateformes d'échange centralisées. C'est celles que vous connaissez, c'est celles qu'on a dans les marchés traditionnels pour toutes les plateformes d'achat d'actions, d'obligations, etc. On a la même chose pour pouvoir acheter et vendre des actifs numériques comme Binance, Kraken. L'intérêt de ces plateformes, c'est qu'elles sont faciles pour débuter. Vous avez une interface utilisateur qui est plutôt user-friendly, comme on dit, donc assez facile à maîtriser. En revanche, vous êtes toujours dans un système centralisé, c'est-à-dire que la société tient en garde vos actifs numériques, c'est votre dépositaire. Les produits de la finance décentralisée qui pourront être proposés sur cette plateforme seront taxés, c'est-à-dire que je vais utiliser un produit par lequel je vais avoir un intermédiaire, en l'occurrence Binance ou Kraken, et donc ils vont se rémunérer pour le service qu'ils me donnent. Donc en fait, je vais pouvoir utiliser un petit peu la DeFi via des plateformes centralisées, seulement je n'aurai pas tous les intérêts en fait, et j'aurai un intermédiaire qui va du coup participer à tout ça. Je dois avoir normalement aussi également avoir un KYC obligatoire, etc., etc. À l'opposé, on a donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, les Decentralized Exchange, donc les DEX. Vous en avez quelques-uns ici connus, PancakeSwap, Uniswap, OneInch, tout simplement. Je vais utiliser la technologie de la blockchain pour me permettre d'acheter et vendre des actifs numériques de pair à pair, c'est-à-dire directement à quelqu'un qui les achète ou qui les vend. C'est-à-dire que je n'aurai pas d'intermédiaire, comme on a généralement dans les marchés traditionnels, comme Saxo Bank, Trader, voilà, toutes les plateformes de trading, en fait, s'assurent de mettre en relation l'acheteur et le vendeur, et sont rémunérés pour ça. Dans la, dans la finance décentralisée, vous n'avez donc pas d'intermédiaire et un acheteur va pouvoir vendre et acheter directement à quelqu'un d'autre. Donc ce genre de protocoles sont, on va dire, généralement assez risqués, puisque non audités, non réglementés, etc. Donc c'est un petit peu plus complexe à utiliser quand même, ça s'adresse un peu plus aux initiés. En revanche, on peut commencer tranquillement avec des toutes petites sommes pour commencer à comprendre un petit peu les mécaniques. L'intérêt de ce genre de produits, c'est que vous êtes le propriétaire de vos actifs, vous n'avez pas de dépositaire, donc pas de frais de garde, etc. Frais de garde d'ailleurs que vous n'êtes pas censé avoir non plus sur des plateformes centralisées. Ça, c'est très important. Si on vous fait payer des frais de garde sur une plateforme centralisée dans l'environnement des actifs numériques, c'est que c'est un petit peu étrange. En revanche, comme je le disais, sur ce genre de plateforme décentralisée, vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc si vous faites une erreur, vous ne pourrez pas venir demander réparation, vous n'aurez pas de hotline ou de service client à appeler, puisque là, vous allez faire face à du code informatique pur qui exécutera ou non des transactions ou tout autre service que vous pourrez lui demander. Alors comment est-ce qu'on est propre dépositaire? Alors tout ça, c'est juste le rappel avant d'attaquer les produits. Eh ben, tout simplement, vous allez devoir même avoir votre propre portefeuille électronique. Sans ce genre d'outils, vous n'allez pas pouvoir utiliser la finance décentralisée. Alors, il y a différents types de portefeuilles électroniques. Vous en avez des physiques. On a une belle boîte en France qui s'appelle Ledger, qui est leader mondial dans ce genre de produits, où vous avez des portefeuilles électroniques que vous allez pouvoir directement stocker sur votre ordinateur, sur votre explorateur Internet type MetaMask, que vous pouvez télécharger. Attention, ce genre d'outil responsabilise l'acquéreur sur la gestion qu'il va faire de ses actifs. Je m'entends par là que si, par exemple, je perds ma clé privée, alors ça, je vous invite à regarder les webinaires précédents
où on parle justement des clés publiques, des clés privées, comment on sécurise tout ça, et bien là, tout simplement, vous allez donc sécuriser vous-même vos actifs numériques et décider de brancher ou non vos portefeuilles sur différentes applications pour pouvoir les exploiter. Attention, les portefeuilles ont généralement des compatibilités avec certains réseaux. C'est ce que vous trouverez ici. Donc, à l'achat ou à l'utilisation de protocoles, il va bien falloir faire attention que ce soit compatible avec les actifs que vous avez sur votre clé, que vous avez sécurisé sur votre portefeuille, et le protocole que vous utilisez. Typiquement, vous avez des Ethers sur le réseau Ethereum ERC20 pour utiliser une application qui va être compatible avec ce réseau-là. Donc je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on voit un petit peu la manière dont tout ça va être géré dans la blockchain, c'est-à-dire grâce au smart contract. Donc ça aussi, on en a pas mal parlé dans les webinaires précédents. Tout simplement, l'intérêt de la finance décentralisée, c'est que je vais pouvoir contractualiser, c'est-à-dire que je vais pouvoir rédiger un contrat qui sera ensuite transformé en code informatique, mais je vais pouvoir contractualiser avec quelqu'un à l'autre bout de la planète sans le connaître, et les conditions d'exécution de son contrat seront prévues à l'avance et s'exécuteront automatiquement à l'avance. Donc de manière très simple, on peut définir un smart contract comme un contrat digitalisé dont les clauses s'exécutent automatiquement en fonction d'événements prédéfinis auparavant. Alors, on va dire que ce genre de contrat aujourd'hui se complexifie de plus en plus, mais d'une certaine manière, ça répond à des logiques de si et alors. Donc, par exemple, si j'envoie tant de milliers d'euros à cette personne-là, elle doit, à réception, m'envoyer telle marchandise, etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment coder toutes les parties d'un contrat juridique et le rendre complètement automatique. Donc là, tout simplement, je prends un produit très simple, admettons un prêt dans la finance décentralisée, je vais contractualiser avec quelqu'un, peu importe, à l'autre bout de la planète, je suis pas obligé de le connaître. Et je vais le dire, ben, je te prête tant, tu me rembourses tant plus les intérêts, et c'est ensuite la blockchain et les smart contracts qui vont faire fonctionner tout cela automatiquement. Ça a plusieurs intérêts. La première, c'est qu'effectivement, on va pouvoir s'affranchir d'une banque ou de n'importe quelle, on va dire, institution financière pour réaliser cette opération, et qu'en plus, ben, ça m'assure, ça me facilite, moi, la création de produits pour pas cher et en quelques minutes, en fait. Et donc, on va commencer par un premier produit qui est le fonctionnement des prêts collatéralisés. Alors là, on a typiquement un exemple de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui dans la finance traditionnelle. C'est-à-dire que je suis particulier, je possède 200 de ressources. On va dire que c'est des euros, peu importe, ça peut être n'importe quoi. J'ai besoin de 100 pour pouvoir emprunter, et donc je vais me retrouver à un montant intermédiaire de 300. Donc comment ça va se passer? La banque va me prêter 100, qui elle-même a emprunté ces 100 à des fournisseurs de liquidités, qu'on appelle aussi Liquidity Provider, LP. Et en fait, le particulier, lui, il va devoir rembourser les 100, mais plus 2, c'est ce qu'on appelle les intérêts. Donc le particulier rembourse ses 100, plus 2, la banque garde plus 1, elle renvoie les 100 à ses fournisseurs de liquidités qui, eux aussi, vont toucher plus 1. Alors l'impact pour l'emprunteur, hein, celui qui nous intéresse ici, le particulier, vous et nous, c'est qu'en ayant 200, il peut emprunter 100. En revanche, ça va lui coûter 2. Donc à la fin, il va lui rester 198. Ces 100, lui, pour le client, pour le particulier, c'était d'acheter, peu importe, un bien, une maison, une voiture, et que dans le cas où il fait défaut, pendant la durée de son remboursement, ça sera saisi par l'emprunteur, par la banque. Là, on est sur un schéma, on va dire, classique de fonctionnement de prêt. Dans l'écosystème de la blockchain, eh bien, c'est ce liquidity provider et cette banque qui vont être digitalisés dans une blockchain. Alors en revanche, le fonctionnement du prêt va être un petit peu différent. Pour un particulier qui posséderait 200, on reprend le même exemple que tout à l'heure, et qui aurait besoin d'emprunter 100. Cette fois-ci, pour pouvoir emprunter ces 100, il va devoir mettre un montant en séquestre, admettons, là c'est arbitraire, de 120. Donc c'est-à-dire que la personne emprunte 100 à la blockchain et va devoir mettre en dépôt, c'est-à-dire en séquestre, 120. Pour ceux qui connaissent un petit peu la finance décentralisée, c'est ce qu'on peut un petit peu appeler des crédits lombards, tout simplement. Donc le client a besoin d'acheter son bien à 100 et fin de compte va emprunter 100, mais à différents particuliers
ici, 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 qui vont lui prêter directement et qui seront rémunérés pour le prêt. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des particuliers qui participent à ce protocole vont pouvoir déposer leurs actifs, des euros, des dollars, des USDT, tout ce que vous voulez, dans un pot commun, dans un pool commun, sur lequel les gens vont pouvoir emprunter de l'argent. Et en fait, si vous voyez bien, ben, la personne, elle emprunte 100, mais elle va devoir mettre 120 en séquestre. Ce qui fait que si elle ne rembourse pas ces 100, les 120 seront pris, seront déduits et seront distribués à l'ensemble des participants pour les rembourser. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est-à-dire que pour celui qui va emprunter, ça va lui coûter moins cher. On voyait qu'avant, il fallait rembourser la banque et les fournisseurs de liquidités, ce qui lui coûtait 1 plus 1. Là, tout simplement, il va pouvoir rembourser 1 que tout le monde va se splitter, va se partager ensuite dans ce pool. Donc, on peut devenir, grâce à cette technologie, grâce au smart contract, on peut devenir fournisseur de liquidités et prêter, on va dire, à n'importe qui dans cet écosystème. En revanche, attention, les banques ont toujours de beaux jours devant eux parce que là, on voit que par exemple, bien que j'ai 200 ou non, je vais pouvoir emprunter 100. C'est-à-dire que la banque va pouvoir de manière qualitative juger de votre capacité de rembourser votre emprunt, votre taux de défaut, on va dire. Dans la blockchain, ici, on fait face à du code informatique et lui, il va être bête et méchant. Il va dire si tu veux 100, t'empruntes 120 et comme ça, on sera sûr qu'on ne perdra pas d'argent à te prêter ces 100. Ça fait qu'en fait, un petit peu dans la blockchain, on va pouvoir prêter qu'aux riches. Or, on voit bien que une banque, heureusement, quand on ne possède pas énormément de surface financière, on va pouvoir quand même emprunter sur 20 à 25 ans, mais on va pouvoir emprunter quand on ne possède pas beaucoup d'argent. Avec ce genre de prêt collatéralisé, si vous n'avez pas d'argent à collatéraliser, justement, vous ne pourrez pas emprunter. Bon, après ça, chacun voit un petit peu la philosophie qu'il voit derrière tout ça. Ça reste quand même probablement parfois une problématique. Donc, ce genre de fonctionnement de prêt collatéralisé fonctionne directement grâce à la technologie de la blockchain, hein. C'est-à-dire que c'est le réseau de pair à pair. Les gens sont mis en, en contact en fait pour pouvoir se prêter et s'échanger de la monnaie. Et donc cette contractualisation est très rapide, très facile, et j'ai même pas besoin de connaître la personne à qui je prête, parce que si elle ne rembourse pas, c'est directement le code informatique qui me remboursera. Donc il n'y a aucune backdoor, aucune possibilité de s'enfuir de ce genre de smart contract, et je serai forcément exécuté. Donc ça permet aussi à des personnes qui bénéficieraient ou qui posséderaient une belle surface financière de pouvoir prêter directement leur argent sans passer par des intermédiaires, de réduire le nombre d'intermédiaires et de frais, etc. Attention, aujourd'hui, ce genre de produits ne sont absolument pas réglementés. Alors ça commence un petit peu. Il y a un premier PSAN d'ailleurs en France, enfin un acteur de la DeFi qui a obtenu le statut de PSAN la semaine dernière, quelque chose comme ça. Donc ça commence à arriver. En revanche, ce n'est pas on va dire, réglementés comme des produits qu'on retrouverait de manière plus traditionnelle. Il y a des problèmes de hack, ça peut être développé par des non-professionnels, etc. Donc attention quand même avec ce genre de risque, de produits. On a une deuxième manière de pouvoir générer des intérêts dans la blockchain, c'est le proof of stake. Alors ça, c'est un petit peu plus connu, on va dire. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça DeFi, on en a parlé dans quelques webinaires précédents. Là, on est un peu plus dans la technologie pure et dure de la technologie de la blockchain, dans le protocole de validation des transactions, le protocole de consensus. Donc le capot, hein, on ouvre le capot de la blockchain et là, c'est par son fonctionnement que ça va induire le fait de pouvoir générer des intérêts ou non. Tout d'abord, on avait celui dont on a parlé le plus, le proof of work, c'est le protocole de Bitcoin. Simplement, on va mettre on va dire, en concurrence les mineurs par leur quantité, la puissance de calcul qu'ils fournissent au réseau. Dans le proof of stake et le DPoS, Delegated Proof of Stake, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va permettre aux mineurs de participer à la sécurisation du réseau, de la même manière qu'en proof of work, mais en ne mettant pas la puissance de calcul à disposition, c'est-à-dire ce n'est pas en possédant une grosse machine, un gros ordinateur avec une grosse carte graphique que je vais être rémunéré, mais tout simplement en achetant des crypto-monnaies qui sont liées à ce protocole-là et les mettant
En fait, on peut appeler ça pareil, sur un compte séquestre, et je vais être rémunéré en les ayant déposés. Alors, comment ça fonctionne un petit peu plus? Si ici, je prends Bitcoin, ici, BTC et Ether, ici, Ethereum, qui sont, on va dire, les deux plus grosses crypto-monnaies aujourd'hui. Sur Bitcoin, la capacité de minage dépend de la puissance de calcul. Les mineurs reçoivent des récompenses grâce à leur puissance de calcul qui va leur permettre de résoudre des puzzles, hein, des algorithmes. Et pour pouvoir hacker, il va falloir qu'une personne ait plus de 51% de la puissance totale du réseau. Sur le proof of stake, la manière dont on va être rémunéré pour un mineur, c'est-à-dire qu'on va lui dire, ben, tu peux, si tu veux, participer à la sécurisation du réseau, donc à miner les transactions et être rémunéré, mais on va te dire de ne pas mettre de la puissance, mais d'acheter des actifs numériques qu'on mettra sous un compte séquestre. Si tu es pris à faire une tentative de hack, etc., ben, tout simplement, on va te prendre l'argent que tu as déposé sur ce compte séquestre. Alors, par exemple, pour Ether, c'est 32 Ethers qu'on va vous demander si vous voulez participer au réseau. Donc là, au cours actuel de 1500-1600 $, voilà la somme qu'il faut à peu près dépenser pour pouvoir devenir mineur d'Ether, et auquel cas, vous aurez les intérêts à 100%. Aujourd'hui, si vous êtes sur une plateforme comme Binance ou Kraken et que vous leur proposez de stacker vos propres Ethers que vous avez achetés, vous allez probablement être entre 3 et 5%, je pense, quelque chose comme ça. Parce que la plateforme va prendre vos Ethers et va être l'intermédiaire qui va permettre de faire fonctionner tout ça. Et donc, elle va se rémunérer pour ça et elle va vous rendre 3 à 5% quand elle, par exemple, elle va toucher 7% brut. Et elle va se rémunérer pour ça. L'intérêt, c'est que vous pouvez directement le faire vous-même. Et alors, si vous bossez chez EDF, c'est encore mieux parce que du coup, la seule charge que vous aurez ici, c'est l'électricité. Et si vous travaillez chez EDF, vous payerez moins d'électricité. Bref, voilà un petit peu ce genre de protocole intéressant. Il en existe plusieurs. Vous avez ce genre de protocole sur Ether, sur Polygon, sur Avalanche, sur Solana, typiquement. Et ça reste ce qu'il y a, je pense, de plus sécuritaire euh, comme type de produit, parce que c'est directement lié au protocole de consensus. Attention, les intérêts que je vais toucher vont être versés dans l'actif que j'ai décidé de miner. Donc si je stack des Ethers, je vais être payé en Ethers. Si le cours de l'Ether s'effondre, les intérêts que je vais avoir reçus vont s'effondrer aussi. En revanche, si le cours de l'Ether s'apprécie, ben, les intérêts que j'aurais générés entre-temps vont également s'apprécier. C'est un petit peu le double effet qui se coule qu'on peut avoir d'intéressant sur ce genre de produit. On va passer à un autre type de produit, un petit peu plus compliqué cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les pools de liquidité. Dans la finance traditionnelle, il y a un point essentiel absolument maîtrisé quand on décide d'acheter-vendre, c'est la liquidité dans le marché. Alors typiquement, si je prends l'immobilier, on a un marché qui est très peu liquide, ça peut me prendre parfois pas mal de temps pour trouver un acheteur. À l'inverse, ou un vendeur. À l'inverse, pour le marché action, et pour d'autres marchés, hein, je vais avoir beaucoup plus de liquidité tout simplement parce que j'ai beaucoup plus d'acheteurs et de vendeurs, que j'ai beaucoup plus de notional dans le marché, c'est-à-dire qu'une maison, je l'ai en une fois, elle est unique. Une action, bah, je sais pas, si je prends Société Générale, j'ai tant de milliers, de millions, je sais pas exactement combien il y a d'actions Société Générale en tout, ou de d'autres sociétés, bien sûr, du CAC 40, etc., SBF. Mais en tout cas, vous aurez de quoi alimenter le marché. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui possède 50% des actions de telle société, on aura encore assez d'actions dans le marché pour assurer, on va dire, une liquidité. Les pools de liquidité, de la manière dont ils fonctionnent dans la technologie de la blockchain, c'est une innovation qui est propre uniquement à la technologie de la blockchain. On retrouve ça nulle part ailleurs. Alors peut-être que dans les marchés traditionnels, peut-être on le verra, mais le fonctionnement est vraiment très différent. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi de manière la plus simple possible. Dans les marchés réglementés traditionnels, sur des plateformes d'échange, cet intermédiaire qui est la plateforme d'échange, hein, on repense à ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette plateforme d'échange centralisée, hein, donc pour acheter des actions, typiquement, votre assurance vie, votre PEA, votre compte titre, eh ben, vous allez avoir la même chose dans la technologie de la blockchain, enfin en tout cas pour acheter des actifs numériques.
Et ce que va faire ces plateformes d'échange, c'est qu'elle va récupérer toutes les volontés des acheteurs d'acheter telle crypto-monnaie, toutes les volontés des vendeurs de vendre leur crypto-monnaie. Et en fait, elle va créer ce qu'on appelle un carnet d'ordre et elle va mettre en face tous les acheteurs et tous les vendeurs et à quel prix. C'est la manière dont on va pouvoir, en fin de compte, gérer un marché euh, réglementé. On va pouvoir savoir, bah voilà, Bitcoin, admettons qu'il est à 20 000, j'ai tant de personnes qui veulent le vendre à 20 001, à 20 002, à 20 003, à 20 004, etc. Et j'ai tant de personnes qui veulent vendre à 19 750, etc., etc. Bref, tout va être listé. C'est une plateforme où tout est listé. Dans les plateformes, ou en tout cas lorsque vous voulez vouloir utiliser la finance décentralisée, on va utiliser ce qu'on appelle des pools de liquidité généralement. Alors, pas tout le temps, hein, mais en tout cas, même les plateformes d'échange peuvent utiliser ce genre de pool de liquidité. Tout simplement, on va permettre à n'importe quel particulier de devenir liquidity provider, fournisseur de liquidité, hein. Là, je repense à mes institutionnels ici, hein, qui fournissent, admettons, je sais pas, une société cotée au CAC 40 possède énormément de ses titres, elle fait des rachats d'actions, etc. Elle peut très bien également fournir ses actions dans le marché, pour lequel ensuite elle sera rémunérée pour son service de fournir de la liquidité dans le marché. Donc là, comment ça va se passer typiquement? Les plateformes d'échange centralisées qui possèdent des carnets d'ordre récupèrent, comme je vous disais, l'ensemble des positions vendeuses et acheteuses. Dans la blockchain, on va utiliser ce qu'on appelle un automated market maker. Tout simplement, on va mettre tous les actifs dans une sorte de gros panier. Et en fait, les plateformes d'échange, les acheteurs et les vendeurs vont directement se servir dans ce gros panier. En revanche, ce genre de gros panier possède des risques pour les personnes qui déposent leurs actifs dessus. Alors comment ça marche exactement? Comme je vous disais, on fonctionne, et là vous allez comprendre pourquoi certains parfois disent les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, etc. C'est dans ce genre de produit qu'on comprend exactement pourquoi ça s'appelle des monnaies. C'est qu'elles fonctionnent par paire de devises, exactement comme du forex. C'est-à-dire qu'une cotation en Bitcoin est forcément accompagnée on va dire, d'une dénomination dans une monnaie. Sinon, un Bitcoin vaut un Bitcoin toujours, et on n'a aucun changement de valorisation. Bitcoin vaut tant en dollars ou en USDT, etc. C'est comme ça qu'on a la valorisation. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah, Monsieur X, typiquement, dans le cas d'un utilisateur qui va posséder un Ether plus 100 USDT. En fait, on va dire plutôt que dans le scénario, excusez-moi, on va reprendre le début. Dans mon scénario, j'ai un Ether qui est égal à 100 USDT. Et donc, on va dire à ce fournisseur de liquidité, LP, hein, que vous pouvez parfois, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà utilisé, manipulé ce genre de produit, les LP tokens, eh ben, ce sont des liquidity provider tokens. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Donc ce monsieur, il a un Ether plus 100 USDT. Alors il va les déposer dans un pool de liquidité ici. Et en échange, on va lui donner des LP tokens. Les LP tokens, c'est le certificat. En gros, c'est son papier qui va certifier qu'il a versé dans le pool de liquidité un Ether plus 100 USDT. Et c'est ces LP tokens qui vont lui permettre, quand il va vouloir se faire rembourser, il va rendre ces LP tokens, sa preuve d'appartenance de ces Ethers et de ces USDT, qui vont lui être rendus ensuite. Si on continue un petit peu dans mon scénario, j'ai dans ce genre de pool de liquidité un risque assez fort qu'on appelle l'impermanent loss. Alors si vous vous baladez sur des forums, sur Internet, sur YouTube pour en savoir plus sur la DeFi, vous en avez forcément déjà entendu parler. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière la plus simple possible. L'impermanent loss, elle va avoir lieu lorsque vous êtes fournisseur de liquidité pour un pool de liquidité et que la valorisation des actifs du pool de liquidité va changer. On a toujours cette impermanent loss. Alors comment ça marche? Admettons, Janine ici, elle a versé un Ether et 100 USDT pour une valeur totale de 200 $. Parce que on reprend toujours hein, le même scénario, un Ether égale 100 USDT. Donc mon Ether 100 USD et 100 USD qui font donc 200 au total. La taille du pool, si on dit que Janine elle a 10% du pool de liquidité, ça fait donc 10 Ethers et 1000 USDT, ce qui fait un total de 2000
En gros, pardon, excusez-moi. Oui, ce qui nous fait un total de 2000 USDT au total dans le pool. De 10 000, pardon. Ce 10 000, hein, quand on fait le total des 10 Ethers et des 1000 USDT, c'est ce qu'on appelle la constante. Et alors ça, c'est une règle de ce genre de produit, des automated market makers, c'est que cette constante doit forcément rester constante. Et oui. Donc, il va y avoir des arbitrages qui vont avoir lieu dans ce pool de liquidité parce qu'en fait, la valeur doit être gardée. On ne peut pas dire, par exemple, à 10 personnes comme Janine qui aurait 10% du pool et qui aurait mis voilà, respectivement 10 Ethers et 1000 USDT, que bah, d'un coup, la valeur doit rester toujours la même dans ce pool de liquidité. Et donc, ma constante de 10 000. Si j'avance un petit peu et que je me dis, bah, en fait, maintenant, l'Ether, il vient de changer de prix. L'Ether, il est passé à 400 $. Eh ben, dans mon pool de liquidité, j'ai des Ethers qui valent moins de 400 $ parce qu'à l'origine, j'ai mis un montant équivalent. Hein, j'avais un Ether égale 100 USDT, donc dans mon pool de liquidité, j'ai des Ethers qui valent moins de 400 $. Donc ce que vont faire les traders, c'est qu'ils vont faire de l'arbitrage quand ils vont voir ça. Donc ils vont arbitrer leurs USDT en Ether jusqu'à temps d'arriver au nouveau ratio qui reflète la constante. Donc sur mes 10 Ethers fois mes 10 000, fois mes 1000 USDT qui faisaient 10 000, je vais passer à moitié moins, 5 Ethers par 2000 USDT qui va me faire 10 000. Donc je suis retourné sur ma constante. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si Janine, elle a toujours 10% du pool, eh ben, avec la même constante, elle est passée à 0,5 Ether plus 200, parce qu'elle a 10%, 200 USDT. Donc elle a gagné des sous. Je vous rappelle, elle a déposé 200 $ hein, directement. Elle a déposé un Ether à 100 $ plus 100 $. Là, aujourd'hui, elle a 0,5 Ether. Elle a un petit peu moins d'Ether, mais elle a aussi un petit peu plus d'USDT. Et l'Ether s'est valorisé. Donc, en fait, elle a gagné 200 $. Alors, j'espère que c'est clair la manière dont je l'explique. Elle a gagné 200 $ parce que l'Ether est à 400 et elle en a 0,5, ce qui représente 10% des Ethers, donc 200 $, plus ces 200 $, 400. En revanche, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que si elle avait gardé son Ether et ses 100 USDT, eh ben, elle aurait son Ether à 400 $ plus ses 100 USDT, et donc 500, l'équivalent de 500 $. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est-à-dire que déjà, on a enfin, on va dire que ça c'est plutôt le coût d'opportunité de l'impermanent loss. Janine, elle aurait gagné plus d'argent si elle avait gardé son Ether et ses 100 USDT. Puisqu'on voit bien que elle, elle a bon, si elle avait gardé, effectivement, elle aurait gagné plus de sous. En revanche, cet exemple-là ne tient pas en compte des intérêts qui auraient été versés, alors là, probablement en Ether. En fait, vous allez générer des intérêts. Au fur et à mesure que vous déposez pas votre argent sur ce genre de plateforme pour le plaisir, vous allez être rémunéré pour en fait le service rendu. Donc ça ne prend pas, cet exemple ne prend pas en compte ce genre de, enfin le versement des intérêts, mais ça va venir bonifier un petit peu. Mon expérience personnelle sur ce genre de produit est que plus vous allez avoir de volatilité sur la paire que vous allez choisir, le plus vous allez avoir de l'impermanent loss. Le plus simple, et je trouve le moins risqué au début pour commencer, c'est d'utiliser ce genre de produit sur des paires qui sont très liquides et qui ont de la valeur. C'est-à-dire que si je vais chercher des pools de liquidité sur des tokens qui sont classés après le top 1000 ou même après le top 500, top 200, etc., en termes de valo, j'ai très peu de chances en réalité de gagner de l'argent parce que c'est bien de générer des intérêts sur un token, mais si le token ensuite vaut plus rien, en fait, ça ne m'aura servi strictement à rien. Donc il est absolument important de faire attention avec ce genre de produits qui sont assez risqués et qui pour le coup sont parfois un petit peu difficiles à maîtriser. Surtout qu'en plus de ça, la plupart de ces produits possèdent ce qu'on appelle des vested périodes. Vested période, c'est quoi? C'est qu'on va dire, ben, vous voulez être fournisseur de liquidité, donc Janine, elle a donné son Ether et ses 100 USDT, et on va lui dire pendant 6 mois, tu n'as pas le droit de sortir.
Et là, bah, pendant 6 mois, vous n'allez pas pouvoir en fait vous faire rembourser, redeem, et cetera. Donc voilà, ce genre de produit, il faut se méfier. Personnellement, je déconseille quand on est débutant, voire intermédiaire, heu, en ou alors vraiment si ce sont sur des pairs connus et que le protocole a été audité, et cetera, et cetera. Donc pas mal de coûts d'opportunité à prévoir. Pour moi, on gagne un petit peu d'argent sur ce genre de produit quand on est sur des paires qui sont moins volatiles. Typiquement, une paire de stablecoins, vous allez drastiquement diminuer votre risque d'impermanent loss, vous allez quand même toucher vos intérêts et le seul, en gros, risque que vous pourriez avoir, c'est une dévaluation du dollar ou, un cas comme Luna avec un bon qui est un gros risque, hein, un cas comme Luna avec un stablecoin qui part à la cave, justement en cas de dépeg ou ce genre de choses. Donc, attention avec ce genre de produit. Vous pouvez vérifier, ça c'est un petit tips, le montant des pools, c'est-à-dire combien ont agrégé l'ensemble des utilisateurs. On peut retrouver ça, par exemple, sur un site qui s'appelle Defilama et ça s'appelle la TVL, Total Value Locked. On va pouvoir regarder, bah, en fait, si j'ai un pool de liquidité où il y a au total, le total de mon pool de liquidité fait 10 000 bof. J'ai un pool de liquidité qui fait des millions de dollars, déjà un peu plus sécure parce que le temps qu'il se liquide complètement, ça va prendre un peu de temps. Ça veut dire que j'ai un peu plus de voilà, de liquidité, enfin en tout cas de volume surtout, d'échange dans ce pool de liquidité plutôt que de prendre des petits pools de liquidité. Aussi, plus vous allez avoir des intérêts de versement dans le pool de liquidité qui vont être importants, des fois on voit des 1000, 1200%, 2000%, selon moi, plus le token est de mauvaise qualité. Parce que ça veut dire que le seul intérêt, attention effectivement aux tokens dont la seule vocation est de créer des pools de liquidité. Parce qu'en fait, ce n'est pas une génération de valeur en soi, selon moi. Hein. Le token, son propre rôle ne doit pas être de faire gagner des intérêts. Après, chacun voit un petit peu ça comme il veut, mais généralement, on est un peu déçu avec ce genre d'investissement. Alors attention, maintenant, les plateformes, elles vont vous communiquer les intérêts sur ce différents types de produits, que ce soit les pools de liquidité, yield farming, le stacking, le lending, etc., donc le prêt. Les taux d'intérêt peuvent être exprimés de manière assez différente. On en a deux, généralement, l'APR et l'APY, donc Annual Percentage Rate et Annual Percentage Yield. La différence entre les deux va être, alors déjà, le montant, et surtout que l'API va prendre en compte la composition. Alors l'APR, c'est le taux d'intérêt annuel moyen payé sur un investissement. Alors quand on vous dit ça rapporte 5% par an, généralement c'est l'APR et c'est 5%. Ça va vous rapporter, donc je mets 100, à la fin d'année j'ai 105. L'APY va prendre en compte la composition, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la temporalité sur laquelle sont versés les intérêts et qui consiste à gagner sur des intérêts qui ont été versés précédemment. Alors, typiquement, euh, ici, je vais vous donner quelques tips pour bien comprendre tout ça. Vous aurez aussi un lien dans la description pour pouvoir calculer rapidement la différence entre les deux. Mais il est important de comparer les bons taux. Les banques, généralement, elles communiquent en API pour les rendements, parce que l'API est toujours, pour des raisons mathématiques, plus élevé que l'APR. Je vais vous expliquer ensuite les calculs. Mais en APR, pour les crédits et les prêts, forcément, parce que l'APR est toujours plus petit. Donc facialement, c'est toujours plus simple pour une banque de communiquer sur un taux plus important quand ce sont des rendements que le client va toucher. Et c'est toujours plus intéressant de communiquer sur un taux plus petit quand c'est le client qui va devoir rembourser. Mais vraisemblablement, je peux avoir un API plus grand et un APR plus petit, mais que ça représente la même somme à la fin. Alors comment ça marche? Tout simplement la composition, ce dont je vous parlais juste là. Dans mon cas d'intérêt simple, en APR, j'ai 100, j'ai 5% d'intérêt payé mensuellement, je touche 5 tous les mois. Paf, 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 paf. À la fin d'année, 60. 5 fois 12. Si je prends les intérêts cumulés, compound interest, tout simplement, mes intérêts du mois précédent vont être utilisés pour calculer mes intérêts du mois suivant. Donc le premier mois, j'ai 5. Le mois d'après, mes intérêts sont calculés sur 105, donc 5,25. Le mois d'après, c'est calculé sur
110-25, donc 5-5, et donc je me retrouve avec cet effet boule de neige qui peut être parfois intéressant. Alors maintenant, on repense à ce que je vous ai dit un peu plus précédemment sur le versement d'intérêts en actifs numériques. Admettons qu'ici, je suis sur un produit de qualité, hein, bien sûr, et un token de qualité surtout. Je vais être rémunéré, donc je vais acheter des tokens. Déjà, je vais être assujetti à la valorisation du token, à la hausse comme à la baisse. Ensuite, je vais toucher des intérêts en tokens qui vont être également assujettis à la hausse et à la baisse. Plus, je peux en plus parfois utiliser la composition des intérêts et là accélérer le versement de mes intérêts dans le temps. C'est limite le triple effet qui se coule. C'est des produits qui sont très risqués. C'est des produits sur lesquels il y a très peu d'historique, sur lesquels il y a très peu d'audits sur les protocoles, sur les fondateurs, etc. Donc attention si vous choisissez d'utiliser ce genre de produit tout seul, parce qu'on a parfois généralement quelques déconvenus. Je vous ai rapidement mis un petit exemple que vous pourrez faire chez vous à la maison si vous êtes intéressé. Pour un investissement de 1000 euros, j'ai 2 taux qui sont proposés en APR, qui sont les mêmes. Mais là, c'est l'actualisation qui va changer. J'ai par exemple, on me propose 3,42, mais avec un versement semi-annuel, ou 3,40, mais en versement journalier. Bah, facialement, je pourrais me dire plus facilement, bah, je vais sur le taux qui est le plus grand. Or, bon, bah, tout simplement, alors je vous laisse le calcul si vous voulez le garder pour chez vous et parfois pouvoir prédire, hein, parce que ça peut être intéressant quand vous construisez un portefeuille. Avec ce genre de formule, vous pouvez prévoir à l'avance sur 2, 3, 4 ans combien est-ce que, bah, selon différents scénarios, vous allez pouvoir générer du rendement. Et donc ça peut vous permettre ça de calculer le coût pour risque au rendement. Si vous donnez, par exemple 1 000 €, que ça représente une partie importante de vos économies et que vous vous dites: «Ces 1 000 €, je veux que ça fasse, 10 000 €». Alors, probablement impossible, mais tout simplement, grâce à ce genre de projection, vous allez pouvoir vous dire: «Ben, OK, mes 1 000 € dans le meilleur des cas possibles, si mon token il fait, x3, que, c'est pas, une arnaque et cetera. Au maximum, je vais arriver à 2 500 € dans 2 ans». Par contre, c'est extrêmement risqué. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser toute cette cascade de produits pour aller générer quelques intérêts? Surtout aujourd'hui avec les taux à 4 qu'on propose sur l'obligataire, en tout cas sur les rendements moyens, aujourd'hui, donnés par la SEC et la Fed. Selon moi, peu d'intérêt. Après chacun voit, midi à sa porte. Donc là, je vois très bien que, par exemple, sur mon premier taux, avec un rendement à 3,42 mais versé en semi-annuel, en API, je suis à 3, donc en prenant en compte la composition, donc en intégrant l'actualisation des versements des intérêts, je suis à 3,449. Alors que là, en journalier, même avec un taux plus petit, je suis à 3,458. Et donc, même avec un taux en APR plus petit, mais à une actualisation plus régulière, j'arrive avec plus de génération d'intérêt. Voilà. Bon, alors j'espère que ce webinaire-là ne vous a pas trop assommé. On était sur un niveau un petit peu plus élevé que les dernières fois, on va dire surtout bon, en termes de mathématiques, mais n'hésitez pas à réagir, poser des questions sur le chat ou ensuite réagir sur la vidéo qui sera postée sur YouTube, nous contacter par mail pour pouvoir échanger de tout ça. Si vous voulez participer à des formations pour en savoir un peu plus également, n'hésitez surtout pas, ça sera toujours un plaisir. Et puis je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. Et je vous remercie. Salut!